Alors, bonjour à tous nos participants, bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire Justifit sur l'avocat, architecte et tiers de confiance de la philanthropie au XXIe siècle. Voilà, donc on a Maximilien Marxer qui est là pour partager son expérience avec nous. Et on vous remercie, Maximilien, de prendre le temps d'être avec nous. Donc vous, Maximilien, maître Marxer, vous êtes avocat au barreau de Paris depuis 2012 et vous exercez en principauté du Liechtenstein depuis 2014 en tant qu'avocat européen. Et vous êtes aussi notaire depuis 2021. Donc, vous avez cette expérience franco-liechtensteinoise Très bien. et vous travaillez depuis 8 ans en société fiduciaire. Et donc, les clients que vous accompagnez, c'est sur des sujets de structuration, de protection, de transmission de leur patrimoine. Voilà, vous avez Exact. un partenariat avec Impact Trust AG pour développer des projets philanthropiques à la croisée du droit et de l'engagement sociétal. Donc, c'est ce Mhm. dont nous allons parler aujourd'hui. Euh, donc, bienvenue à tous les participants. Donc, si ça vous va, Maximilien, je vais présenter rapidement Justifit, puis je vais vous passer la parole pour 45 minutes sur notre sujet. Et puis, il y aura une D'accord. session de questions-réponses. Donc, pour tous les participants, que ça soit sur Instagram ou sur le webinar, vous pouvez écrire vos questions. Donc pour le webinar dans le flow, dans le flux, et pour le webinar dans conversation qui est sur le côté. Donc posez toutes les questions que vous avez. Moi, je me chargerai de les relayer auprès de Maximilien. Donc nous sommes là pour un webinar Justifit. Justifit existe depuis 10 ans. C'est nos 10 ans cette année. Depuis 10 ans, nous accompagnons les avocats sur 3 sujets. Le premier, c'est le développement de leur clientèle, puisque nous leur apportons tous les mois nous les mettons en relation tous les mois avec des justiciables, euh, environ 20 000 justiciables que nous mettons en contact tous les mois avec les 2500 avocats qui nous ont fait confiance, avec lesquels nous sommes partenaires. Nous les accompagnons sur leur visibilité avec la présence qu'ils ont sur notre site. Notre site, c'est 1 million de visiteurs uniques par mois. Donc, c'est une forte visibilité. Donc, plutôt que d'avoir un site internet de leur côté, ils ont choisi d'avoir une page sur Justifit qui les présente. Nous pouvons les accompagner en faisant des vidéos qui présentent leur expertise, en co-signant des articles qui sont optimisés pour le référencement Google avec eux. Et puis la troisième chose sur laquelle nous accompagnons les avocats, c'est sur la digitalisation de leur activité, en leur offrant toute une suite d'outils, donc une messagerie sécurisée française, la possibilité de s'envoyer des documents toujours de manière sécurisée, une visioconférence, un outil de paiement, la création automatique de conventions d'honoraires. Voilà, tout un CRM. Et la dernière chose que nous faisons, c'est que nous accompagnons nos avocats sur les sujets qui leur tiennent à cœur, qui les inquiètent, sur lesquels ils ont envie de monter en compétences, en organisant des webinaires tous les mois sur plein de sujets, des sujets business, des sujets plus de développement personnel et des sujets plus ouverts, comme le sujet d'aujourd'hui. Et donc, nous sommes ravis, Maximilien, de vous accueillir là-dessus. Merci beaucoup. Je vous passe la Ah, parole. Voilà. Donc, nous sommes d'accord, ensemble c'est jusqu'à 14 heures. Donc à peu près 45 minutes d'intervention, et puis ensuite des questions-réponses. très bien. Parfait. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci pour cette introduction. Donc, voilà, je m'appelle Maximilien Marxer, effectivement. Je suis avocat donc au barreau de Paris et au Liechtenstein, effectivement aussi notaire et également fiduciaire, puisque j'ai passé un examen d'État au Liechtenstein cette année en 2024, ce qui me permet ici d'exercer comme fiduciaire régulé pour créer et gérer des structures, puisque au Liechtenstein, l'avocat n'est pas forcément fiduciaire comme on peut l'avoir en France. Après 10 ans de pratique justement dans le domaine de la fiducie avec des sociétés fiduciaires, mon parcours m'a conduit à travailler entre Paris et Vaduz sur des sujets allant du recouvrement de dettes souveraines, de l'exécution de jugements étrangers, à la structuration patrimoniale et philanthropique internationale. Mon activité aujourd'hui s'ancre essentiellement dans un environnement transfrontalier, à la croisée entre le droit, la gouvernance et sur différents territoires, le Liechtenstein, la France évidemment, la Suisse et d'autres pays aussi, d'autres juridictions.
Mon approche aujourd'hui, c'est celle d'un juriste international, convaincu que le rôle de l'avocat va bien au-delà du conseil, euh, et que dans le domaine de la philanthropie, notre activité peut consister à structurer, sécuriser et surtout donner un sens euh, à la transmission du patrimoine de nos clients, que cette transmission soit patrimoniale, entrepreneuriale, ou philanthropique. C'est donc dans cet esprit que je souhaite partager aujourd'hui cette réflexion sur la place du droit et de l'avocat dans la transformation de la philanthropie au XXIe siècle. Alors, j'aime bien quand c'est un peu dynamique aussi. Pour cette raison, je propose de commencer tout de suite par un quiz pour voir un petit peu déjà qu'est-ce qu'on a du côté des participants comme comportement, comme réflexion. Alors, techniquement, j'espère que vous Je m'excuserez le à lance. Je l'avance. m'occupe de le lancer. Vous me dites Maximilien, donc je le lance. Alors, Voilà. c'est la première question où j'aime bien en général poser cette question. Alors là, je dis, imaginez que vous êtes un milliardaire et que vous avez envie de faire un projet philanthropique. Qu'est-ce que vous allez décider aujourd'hui de soutenir comme cause? Dans quel domaine est-ce que vous avez envie d'avoir un impact? Alors, est-ce que c'est l'éducation, la santé, la culture, l'environnement, les animaux, euh, le le réchauffement climatique? Et voilà, je propose qu'on réponde rapidement à cette question. C'est toujours très intéressant parce que quand on pose cette question au début de cette présentation, on a certaines réponses et puis souvent à la fin, je laisse les participants réfléchir et puis souvent ils peuvent avoir évolué sur cette idée et c'est ça que je trouve intéressant. Alors on a pratiquement tout le monde et donc, du coup, ça me permet pour ceux qui ont déjà fait la première question, on va faire la deuxième question, puisque c'est aussi intéressant pour ce qui nous intéresse, enfin, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette question de la structuration un petit peu. Et je ne sais pas si parmi les participants, quelle est la famille, comment les confrères, les consoeurs sont familiers avec le concept de philanthropie et la structuration. Mais justement, si on est en Alors, France, Maximilien, je me permets oui, de vous interrompre une seconde. Ceux qui nous suivent sur Instagram ne vous oui. entendent pas. Ils m'entendent, mais ils vous entendent pas. Est-ce que vous pouvez mettre le son sur votre téléphone? Ah, ah, c'est une bonne question. Ah, c'est-à-dire que oui, mais du coup, ça va être je sais, des écouteurs, ça va être les écouteurs. Ça va être les écouteurs, c'est-à-dire? Alors, bah, je suis avec mes écouteurs, mais mes écouteurs sont Ouais, branchés avec l'ordinateur, je pense, en fait. les écouteurs sont branchés avec l'ordinateur, mais les gens m'entendent, qui devraient vous entendre. D'accord. Il faut que vous mettiez le son sur votre. Je suis désolé pour les participants. Ouais, Désolé. désolé pour. Est-ce que là, ça marche mieux? Voilà. Vous voyez, Là, les gens m'entendent? je pense que les gens vous entendent. Très bien. Bon, alors on continue ou? Ouais, on continue. Parfait. Est-ce que, Et le deuxième. est-ce que les participants est-ce que vous pouvez nous dire si vous entendez, vous avez bien le son sur le Instagram? Oui. D'accord. Mais est-ce que Parfait. vous entendez Maximilien? A priori, c'est bon. OK. Désolé pour ce petit aparté Pas de technique. souci. Alors, comment ça se passe du coup? Donc voilà, on a les réponses déjà des participants. Donc on a effectivement beaucoup de gens qui sont dans la santé, l'éducation, 18%, l'environnement, bon, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut lancer le deuxième sondage, la deuxième Ouais, question je le lance. Voilà. qui consiste à se poser la question de savoir quelle est la forme de cet engagement quand on veut le structurer. Est-ce que les gens envisageraient plutôt les conseils, une association pour agir un peu plus avec la proximité, une fondation,
si tant est que les conditions soient réunies, évidemment, un fonds de dotation ou un don à une association de son meilleur ami, par exemple, tout est possible. Euh, c'est Alors le fonds de dotation effectivement, qui est à la mode en France. Ouais. ouais, donc c'est 42% qui donnera un fonds de dotation, Ouais, 33% à une fondation, 17% à une association et 8% un don à l'association de votre meilleur ami. Merci aux ouais. participants. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, dans la juridiction française, le fonds de dotation, c'est effectivement l'outil à la mode parce on va pas dire facile, mais il est plus accessible qu'une fondation. L'association, parfois, bien que historique, hein, c'est un outil historique en France qui est très, 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 très largement utilisé. Mais c'est vrai que ça l'est de moins en moins. Voilà. Et le don à l'association du meilleur ami, bon, bah, ça existe aussi. C'est intéressant. Alors, merci pour ces retours. Euh, je, je propose donc de commencer. Alors, donc, du coup, voilà, il faut que je change ici le slide. Voilà. Ah bah voilà, il y avait le slide ici. Donc, on a fait. Alors, ben, on est parti. Donc déjà, je propose de commencer par, en tant que juriste, hein, par des définitions. Et la particulièrement intéressante, c'est cette étymologie du mot philanthropie, qui vient effectivement de ce mot de grec philos et anthropos, amour et humain. Donc on est clairement, littéralement dans l'amour de l'humanité. Et quand on va dans le Larousse pour rechercher la définition, on voit que c'est la disposition à aimer les hommes et à s'occuper du bien d'autrui. Mais au-delà de ces mots, la philanthropie, c'est justement cette idée d'utiliser des moyens privés, effectivement, financiers, humains, intellectuels, et de les mettre au service du bien commun. Donc, c'est pas une simple générosité. De nos jours, c'est une vraie démarche volontaire et structurée qui cherche à transformer durablement la société, en théorie. En somme, la philanthropie, on va dire que c'est l'amour de l'humain, mais aujourd'hui organisé, réfléchi et tourné vers l'avenir. Si on avance un petit peu, ce qui est intéressant de voir, c'est un peu l'évolution de cette notion de philanthropie, parce qu'elle n'a pas toujours eu le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Et d'une part, et d'autre part, on se rend compte qu'en fait, c'est une notion qui est très, très, très ancienne. Dans l'Antiquité, déjà, on avait cette notion de philanthropie où on trouve des écrits dans les philosophes de l'Antiquité, chez Plutarque ou Philon d'Alexandrie, où là, la philanthropie désignait une vertu civique et divine. C'était celle qui reliait les humains, les hommes entre eux, mais aussi les hommes avec Dieu. Et évidemment, on commence à parler de Dieu, ben, on rentre dans le christianisme. Et là, dans le christianisme, cette idée de philanthropie va un peu spiritualiser. Et Dieu devient un peu le premier philanthrope, celui qui donne sans rien attendre en retour. Et puis, on va en voir une évolution avec la Renaissance, évidemment, où là, on a une définition de Francis Bacon au XVIIe siècle qui va définir la philanthropie comme une habitude du bien, une habitude de faire du bien. C'est une vertu active, elle est consciente, on la cultive, on la développe. Puis plus tard, avec Jaucourt, dans son encyclopédie, en fait, on va faire de la philanthropie une vertu rationnelle et universelle. On quitte maintenant à la Renaissance un peu la compassion pour entrer dans la raison morale et le progrès humain. Et cette évolution de la notion, elle est évidemment liée à la pratique de la religion dans les différents territoires. Si on avait plus de temps, je pourrais vous parler de la philanthropie en Chine, avec toutes les évolutions, le confucianisme, le bouddhisme, etc., mais aussi dans les pays arabes, avec une grande notion du partage, de l'échange. Et selon les territoires, on remonte très très loin. Maintenant, l'Égypte antique, on a des traces de philanthropie. Euh, D'ailleurs, à noter que c'était aussi, on donnait à un dieu parce on attendait que l'au-delà nous le rende. Mais c'était aussi un acte de donner.
Et à partir de là, donc à partir des Lumières, ben, on va passer de la stratégie, pardon, de la charité à la stratégie de faire du bien. Et à l'époque moderne, ben, cette philanthropie, elle devient effectivement ce qu'on a dit précédemment, un outil structuré pour améliorer la société. Elle soutient l'éducation, la science, la santé, la culture. Et donc, elle est plus vraiment un geste spontané, elle a elle a une stratégie, elle s'inscrit dans une stratégie globale, comment faire du bien commun avec une méthode définie. Euh, Ici, je peux déjà un petit peu dire de nos jours, un petit peu en France, on a effectivement de nos jours cette définition de la philanthropie ou de l'intérêt général. On la retrouve très joliment, on va dire, dans le Code général des impôts, et bon, qui permet de faire des dons et de profiter de certains avantages fiscaux dès lors que on réunit ces trois conditions, du but non lucratif, la gestion désintéressée et une activité qui il ne profite pas à un cercle restreint de personnes. Donc, on voit aujourd'hui comment le droit, lui, cherche à encadrer cette notion de philanthropie. En droit français, c'est intéressant. J'ai mis un tableau pour faire un peu de comparaison sur d'autres juridictions, mais on retrouve cette notion d'intérêt général à peu près partout dans les juridictions pour le lier justement aussi à la fiscalité. On va pas s'attarder trop longtemps ici pour l'instant. Euh, je pense, une question qui est intéressante, c'est que, voilà, et j'aime beaucoup ce moment, c'est que si l'on cherche un exemple de l'impact que la philanthropie peut avoir sur la société, ben, il suffit de se tourner vers le passé et de voir ce qui s'est passé il y a 5 siècles, où une famille avait déjà démontré comment la richesse, guidée par une vision humaniste, pouvait transformer durablement le monde. Alors, je vous laisse réfléchir 2 minutes, mais si vous allez dans un musée, si vous allez n'importe où, sûrement en Italie essentiellement, bah, vous allez forcément tomber sur cette famille. C'est effectivement les Médicis, qui sont pour moi les plus grands ambassadeurs et qui restent les plus grands ambassadeurs de la philanthropie de nos jours. C'est une période qui est fascinante, la Renaissance. Tout ce qu'on va voir dans les musées date de la Renaissance, mais c'était pas simplement de faire de l'art pour faire de l'art. Il y avait déjà, il y a 500 ans, dans cette famille, euh, l'idée que la philanthropie pouvait transformer la société, l'idée qu'on faisait les choses belles, que l'art contribuait à faire du beau, de faire des belles villes, de faire des beaux hôtels, des belles demeures, mais pas simplement pour que ce soit beau, mais parce qu'en fait, c'est pour être heureux dans la société. Et donc, cette beauté apporte aussi euh, bah, la joie, en principe, et d'être heureux. Et donc, cette famille a financé des artistes, voilà, sur Michel-Ange, Botticelli, etc., Léonard de Vinci, et a transformé sa richesse en un héritage culturel inestimable aujourd'hui. Et elle nous a montré que la philanthropie bah, pouvait être un catalyseur de l'innovation, de la créativité et de l'épanouissement humain. Alors, bon, on parle des Médicis, on peut aussi faire un peu un bond dans le temps. Quand on parle de philanthrope, bah, on va pas oublier, parce on y pense quand même, mais on a effectivement, euh, à la révolution industrielle, aussi là, un bond de la philanthropie, et la philanthropie va changer un peu de visage, j'ai envie de dire, avec des figures américaines, certes, Carnegie, Rockefeller, eux, vont transformer l'idée du don. On a même Carnegie qui disait To die rich is to die disgraced. Mourir riche, c'est mourir dans la honte. Et pour eux, la richesse ne se conservait pas, elle se redistribuait au service de la santé publique, de l'éducation et de la recherche. Ils ont un peu posé les bases de cette philanthropie du XXe siècle, où la vision s'est élargie encore après avec des grandes familles, les Rothschild, les Gates, les Soros, Buffett et compagnie, où eux ont vu dans la philanthropie un outil de transmission, d'influence aussi et d'innovation. Et c'est là qu'il faut par contre aussi être vigilant quand on parle de philanthropie, où de nos jours, on arrive très vite à une frontière qui est celle de la
entre la philanthropie et le pouvoir économique, qui devient assez étroite, où on parle à ce moment-là maintenant de philanthrocapitalisme. Lorsque cette action généreuse devient un instrument d'influence, voire de stratégie politique. Donc pour améliorer une réputation, pour faire des choses comme ça. Et c'est précisément dans ce nouvel écosystème que je pense que l'avocat doit aussi jouer un rôle pivot pour garantir que la générosité reste désintéressée, transparente, conforme, on va y revenir, et qu'elle serve avant tout l'humain et pas des intérêts économiques. Alors, j'ai ici une liste de structures, de fondations, alors dans différentes juridictions, dans différents pays, pour voir un petit peu les montants. Et c'est vrai que quand on compare rapidement je ne sais pas si on voit la souris sur l'écran, mais non. Bon, si on compare le capital de la fondation de Bill et Melinda Gates avec pratiquement 50 milliards et le montant de la fondation de France avec un peu moins d'un milliard, euh, il y a une disproportion parfois dans les montants et les sommes des structures qui est assez importante et d'un pays à l'autre. Mais bon, c'est une liste, il y a plein de listes qu'on trouve sur Internet. Revenons. Peut-être, Maximilien, pour tous ceux qui nous suivent sur Instagram et qui ne voient pas ce slide, peut-être quelques chiffres, de voir que la fondation Ah, Gates, c'est effectivement 46,8 millions, et qu'après on descend tout de suite à milliards. 7,2 milliards, Non, pardon, non. 7,2 milliards pour la Fundação Bradesco au Brésil, la Robert Bosch Stiftung en Allemagne avec 5 milliards, Novartis Foundation en Switzerland avec 1,5 milliard, et puis après on a la France quand même, avec la Ouais, Fondation de France, 0,8 milliards, qui a été fondée par André Malraux. Voilà. ouais. Je vous laisse continuer. C'était juste pour que les Ah, participants puissent avoir quelques chiffres. ouais, parce qu'effectivement, du coup, il y a pas les slides, désolé. Mm. Euh, alors, revenons du coup à ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui, du rôle de l'avocat dans la philanthropie. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, l'avocat peut devenir un acteur central de la gouvernance philanthropique. Et là, je voudrais déjà attirer l'attention des confrères, des consoeurs, euh, où il faut qu'on soit prudent aussi et qu'on ne rate pas peut-être cette opportunité qui se présente à nous. Parce qu'il y a déjà d'autres acteurs qui sont sur le marché et qui, eux, sont déjà bien implantés, et je pense en tout premier lieu aux banques, euh, qui évidemment y voient là ben, une opportunité de conserver des fonds dans leur trésorerie et de les gérer, évidemment. Mais je crois que les avocats ont leur rôle à jouer dans cette évolution de la philanthropie. Je pense qu'on est effectivement les plus légitimes à être les garants de la sécurité juridique et fiscale. On peut aider à choisir les structures les plus adaptées. Comme on va voir plus tout à l'heure, il y en a juste après, dans le slide d'après, il y a beaucoup de possibilités en France notamment. On est, je pense, les meilleurs architectes de structuration des projets pour créer des projets pérennes. On aligne nos valeurs, celles des clients, les stratégies patrimoniales, les objectifs sociétaux. Je pense que ben voilà, l'avocat comme tiers de confiance dans le domaine de la philanthropie, c'est un cas concret. On garantit cette transparence, une bonne gouvernance, une conformité. On va y revenir aussi. Et enfin, on agit comme un peu le facilitateur d'impact en permettant de lier entre les donateurs, les bénéficiaires, les institutions. On peut parler ici aussi de tout on commence de plus en plus à en parler, les partenariats publics-privés. En somme, voilà, l'avocat est l'interlocuteur qui sécurise, qui relie et qui va donner du sens à tout ça. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Comment? Alors, dans le slide suivant, voilà, dans le slide suivant, vous allez voir que sécuriser une initiative philanthropique, ça commence par choisir la bonne structure. Et en France, il y a plusieurs cadres juridiques qui existent, chacun avec des spécificités, évidemment, des avantages et des inconvénients, des niveaux de contrôle différents. Et donc, il faut qu'on s'adapte un petit peu avec ça. Donc, on a évidemment ce qui nous vient, le premier chose à l'esprit, c'est les dons et les libéralités.
On a différentes sortes de dons, monnaie manuelle, donation temporelle, legs, libéralité. On parle ensuite, on peut distinguer ce qu'on appelle l'engagement collectif à travers les associations, le mécénat d'entreprise, les sociétés à mission, les plateformes collaboratives. Et on pourrait faire sur chaque structure un webinaire détaillé, assez long d'ailleurs. Mais voilà, on peut ensuite parler de structures juridiques dédiées, telles que les fondations, les fonds de dotation justement, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations abritées. Alors, les fondations reconnues d'utilité publique, elles s'inscrivent dans une cadre de durée, évidemment, avec un patrimoine qui est transféré de manière irrévocable et avec un but clairement d'intérêt général. Et enfin, on a les différents... Ah, il y a une faute dans le tableau, désolé. Les montages patrimoniaux. Euh, avec notamment la fiducie en France, qui peut être un outil intéressant dans ce domaine, qui à mon avis, reste aussi un peu à développer, à creuser. Euh, c'est une approche un peu plus contractuelle et patrimoniale. Elle permet de confier les biens à un fiduciaire, qui peut être donc l'avocat, pour un but déterminé, et ce but peut être évidemment philanthropique. En France, on connaît la fiducie gestion et la fiducie sûreté. Peut-être qu'un jour, on aura la fiducie transmission aussi. Chaque outil ici correspond à un degré de pérennité, de contrôle et d'impact différent. Et on voit donc ici la complexité en fait de structurer un projet philanthropique. Déjà de faire le choix, ça se fait pas complètement au hasard. Ça se réfléchit, ça s'étudie, ça se compare. Et ce sont ici que les aspects, les options françaises, mais il peut aussi arriver le cas où on arrive avec un projet transfrontalier et international, et donc du coup intégrer des structures étrangères. Vous voyez, ici, Alors, j'ai je vous interromps listé. une seconde, Maximilien, pour Ouais, préciser à tous les participants du webinaire et du live que nous allons rédiger un article à la suite de ce webinaire qui résumera les points principaux. Et il y aura un replay du webinaire. Tous les participants du webinaire, nous vous enverrons un mail avec le lien. Ceux qui suivent le live, si vous le souhaitez, il suffit que vous nous écrivez sur Justify, puis avec votre mail, puis on sera ravi de vous envoyer le replay du webinaire et l'article qui résume. Voilà. Et que vous pourrez aussi retrouver sur notre média, Maîtrise pour Justify, sur lequel il y a les replays de tous nos webinaires. Désolé, j'interrompais pour donner cette info, Maximilien, parce que comme vous dites beaucoup de choses, peut-être que les gens ont envie d'écouter, pas de noter, donc ça peut peut-être les intéresser. Voilà, je vous laisse par- continuer. parfait. Donc voilà, vous voyez ici dans le tableau donc, que je présente les différentes structures qu'on peut retrouver des fois dans plusieurs juridictions, la fondation, le trust, les coopérations, etc., les établissements. Et alors par exemple, juste pour parler du Liechtenstein parce que ça me concerne, mais dans le terme de fondation ici, on connaît aussi des fondations privées qui ne sont pas d'utilité publique. Ce sont les mêmes, elles ont la même forme. Leur but est de détenir du patrimoine pour le compte d'une famille. Et on a aussi ce qu'on appelle des fondations mixtes, qui sont des fondations à moitié privées et à moitié d'utilité publique. Voilà. Euh, Quand on structure le patrimoine d'une famille, ce qui est très intéressant en général, c'est qu'on se rend compte qu'on fait en fait le trait d'union entre la famille elle-même, l'aspect privé, mais surtout son patrimoine qu'elle détient en général de son activité économique. Et donc, ce qui fait le lien ici entre la philanthropie et le patrimoine du client ou de la famille. Et ici, on doit intégrer la philanthropie dans une stratégie patrimoniale. Donc, c'est là où la philanthropie devient un pilier de cette stratégie patrimoniale et entrepreneuriale pour certaines familles, et où l'avocat, bah, traditionnellement, l'avocat en droit de la famille, en patrimonial, va aider son client à articuler trois dimensions essentielles, à mon sens, qui sont la gestion de capital, la transmission et les valeurs de la famille. Et il s'agit plus simplement de savoir qui possède quoi, mais de savoir comment est-ce qu'on va transmettre ce patrimoine et surtout pourquoi on va le transmettre.
Aujourd'hui, c'est un peu une demande des nouvelles générations de donner du sens un peu à ce dont elles héritent. Et il y a des associations qui existent hein, de jeunes héritiers qui se posent des questions sur pourquoi est-ce que j'hérite de ça, qu'est-ce que je vais en faire. Il y a eu un exemple récemment dans les médias de la héritière de BASF en Allemagne qui s'est dit bah, qu'est-ce que je vais faire de ce patrimoine? C'est pas à moi, c'est pas moi, j'ai rien fait de tout ça. Je le redonne, je le redistribue. Et donc la philanthropie devient alors un espace de dialogue intergénérationnel. Et c'est ça qui est très intéressant, parce qu'on va, à travers la philanthropie, pouvoir intégrer la génération d'après et pouvoir prendre comme prétexte un petit peu la philanthropie comme outil de dialogue entre les générations. Donc, et on peut imaginer du coup travailler sur des chartes familiales, on peut travailler sur une gouvernance familiale de sorte à ce que on crée une sorte de continuité dans la pratique dans la tradition familiale. Et là, évidemment, bah, l'avocat a son rôle à jouer. Il va veiller à ce que le projet ne soit pas un acte symbolique, mais un héritage vivant. Il va formaliser tout ça dans des documents, des constitutions de famille, etc. Et ça va ça va clairement marquer les générations. Et on parle aujourd'hui de cette next generation. C'est un terme on entend très souvent et on verra plus tard pourquoi c'est très très important et pourquoi on en parle. Parce que le patrimoine qui va être transmis à cette prochaine génération dans les prochaines années va être immense et ils vont avoir une certaine responsabilité. Et nous, on a une certaine responsabilité en tant qu'avocat pour que ce transfert de génération ben, se fasse de manière légitime, pérenne et de manière aussi efficace que possible. Cet questionnement cette mise en comment dire cette stratégie d'entreprise, en fait, quand on fait le lien des familles et de des entreprises, je pense que ça nous permet de faire un lien et c'est un slide qui est quand même intéressant, je pense, euh, car on peut rappeler que la responsabilité sociale des entreprises, euh, elle commence par des responsabilités économiques. Ici, ce que je vais vous présenter, c'est c'est la pyramide de la responsabilité sociale des entreprises de Archie B. Carroll, qui a formalisé cette pyramide. Il était un des pionniers de la réflexion sur l'éthique des affaires et de la responsabilité sociale des entreprises. Et elle illustre un petit peu les quatre responsabilités fondamentales de toute entreprise moderne. Et donc, on commence au socle de cette pyramide avec une responsabilité économique, celle d'être rentable, évidemment, de créer de la valeur, des emplois, de contribuer à la société de contribuer à la société par la performance. Ensuite, on passe à une responsabilité légale, celle d'agir dans le respect du droit, des réglementations, des principes de concurrence loyale. Puis on arrive à un niveau de responsabilité éthique, qui est celle d'aller au-delà de la loi, un petit peu, d'agir avec intégrité, équité et respect des personnes. Et puis, à ce stade, l'entreprise ne se concentre. Et puis ensuite, tout en haut de la pyramide, on a cette responsabilité philanthropique. C'est celle qui, en fait, va donner du sens aux trois autres. Et donc, à ce stade, l'entreprise ne va plus se contenter simplement d'éviter le mal ou de faire le minimum légal. Elle va choisir d'investir activement dans le bien commun, dans l'éducation, la culture, comme on l'a vu, l'environnement, la santé. Et cette approche montre que la philanthropie n'est pas une option marginale, c'est la forme la plus aboutie finalement de responsabilité sociale qu'on puisse avoir. Et dans ce mouvement, l'avocat, là encore, va jouer un rôle fondamental, puisque c'est encore lui qui va traduire au niveau de l'entreprise, il pourra jouer un rôle, et aussi au niveau de la famille. Et donc, en d'autres termes, l'avocat va aider à faire ce que Carole lui appelait doing good while doing well, faire le bien tout en faisant bien les choses. Voilà. Alors, on a vu un peu justement cette évolution, la notion de la philanthropie. Euh, Désolé, il y a quelque chose qui s'affiche, mais je pense que je peux ignorer. Voilà. Euh, et j'ai préparé, avant de rentrer un peu dans les
problématiques de la philanthropie qui sont très intéressantes et dans lesquelles il faut qu'on prenne connaissance avant de faire de la philanthropie. J'ai préparé un petit cas pratique. Les avocats aiment bien les cas pratiques. Donc, on peut lancer le quiz numéro 3. Euh, Je lance. donc, le contexte, pour ceux qui sont sur Instagram, on conseille une fondation, Fondation Horizon, c'est un nom choisi complètement au hasard, créée en 2015 sous l'égide d'une fondation reconnue d'utilité publique en France. Cette fondation, elle va financer des programmes d'éducation pour des jeunes filles dans les régions en conflit. Et la fondation reçoit un nouveau dossier de financement, un projet porté par une ONG locale basée en Afghanistan, visant à reconstruire des écoles détruites par la guerre. Là, le directeur de la fondation est enthousiaste et il dit le projet est humainement fort, médiatiquement porteur pour nous. Et donc, il décide de consulter son avocat parce que il y a quand même le service juridique qui pose des questions et qui a repéré quelques signaux d'alerte. Il remarque que l'ONG, en fait, elle n'est pas enregistrée officiellement dans sa juridiction. Les cofondateurs figurent sur une liste de surveillance financière, mais non sanctionnés. Et on parle quand même d'un virement supérieur à 100 000 euros, 150 000 euros, qu'on doit effectuer sur un compte bancaire situé dans un pays tiers. Alors, tous ces motifs, on les entend au quotidien quand on fait de la philanthropie à ce niveau-là. Et on peut expliquer tout ça par plein de choses. Maintenant, se posent quand même certaines questions. Et la question numéro un, donc si une fondation a le moindre doute sur l'origine ou la destination, que doit-elle faire en priorité à votre sens? Donc, geler le versement et informer le bénéficiaire du blocage, signaler la transaction suspecte à Tracfin, procéder à la transaction mais réduire le montant, attendre la prochaine réunion du conseil. Alors, ceux qui suivent le live sur Instagram, n'hésitez pas à écrire dans le feed qu'est-ce que vous choisiriez. Voilà. Geler le versement, signaler à Tracfin, procéder à la transaction et réduire le montant ou attendre la prochaine réunion du conseil. Voilà, à votre avis. Et la deuxième Bon, question tout le monde a l'air qu'on se assez posait. unanime. Alors peut-être tout le monde a Ah, fait pour partager le résultat de déjà celle-là, avant de lancer le deuxième. Tout le monde a l'air très unanime pour dire qu'il faut signaler la transaction suspecte à Tracfin. Donc parfait. On a des voilà. confrères et des consoeurs prudents et sûrement déjà experts dans le domaine. Alors j'envoie le deuxième sondage. Ah, voilà. Et la deuxième Maximilien, si question, vous voulez c'est lire les. ouais, Voilà. le fait qu'une ONG soit humanitaire ou éducative, est-ce que ça l'exonère des contrôles de conformité? Alors, oui, si elle agit sous l'égide d'une fondation reconnue, on peut imaginer que ça transfère la responsabilité. Non, car les obligations AML, alors anti-money laundering, lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, s'appliquent à tout transfert de fonds transfrontaliers. Oui, si le montant est inférieur à 200 000 euros. Non, uniquement si le bénéficiaire est une personne morale. Bon là aussi, tout le monde a l'air Ouais, très très unanime. bien. c'est Bon, c'est bon signe. c'est évidemment les bonnes réponses, hein. Bon, donc non, car les obligations AML, CFT s'appliquent à tout transfert de fonds transfrontalier. Et vous avez l'air de Exactement. tous le savoir. Et les Et là, participants je pense que au live, probablement aussi. c'est effectivement intéressant, mais la conformité, donc c'est le sujet qui nous intéresse maintenant. C'est effectivement, c'est un pilier, enfin c'est fondamental dans ce domaine de la philanthropie, parce que la philanthropie, contrairement à ce que personnes peuvent penser, elle exige exactement la même rigueur qu'en finance. Donner ne dispense pas de se conformer aux lois, aux règlements. Et lorsqu'un projet mobilise des fonds, traverse des frontières ou implique des partenaires à l'étranger, il entre dans le champ immédiatement des règles de lutte contre le blanchiment et lutte contre le financement du terrorisme. Cela signifie très concrètement qu'il faut conduire une due diligence complète, vérifier qui sont les bénéficiaires, les partenaires, les circuits de financement, contrôler les listes OFAC américaines, les listes européennes, les listes de l'ONU de sanctions, assurer la traçabilité de chaque flux financier,
Et c'est un travail qui est parfois euh, invisible, mais qui est essentiel. Ici, l'avocat protège non seulement la légalité du projet, mais aussi la réputation du donateur. Il transforme la vigilance en garantie éthique, et c'est fondamental. Parce que derrière chaque don, il doit exister une documentation claire et complète, les statuts de l'organisation, les rapports d'activité, les sources de financement, les bénéficiaires finaux. Et c'est pas un formalisme administratif, c'est un gage de confiance si on veut que cette philanthropie puisse être mis au niveau. Euh, il faut qu'on puisse auditer sans crainte tous les dossiers de philanthropie. Et c'est précisément ce qui, je pense, distingue un peu la philanthropie du XXIe siècle. C'est un engagement généreux, oui, toujours, mais encadré, traçable et juridiquement irréprochable. Alors, quand on aborde maintenant la philanthropie au XXIe siècle, ben, on aborde aussi un thème qu'on ne peut pas ignorer, c'est celui de l'ère du presque tout numérique, qui n'échappe évidemment pas aussi à la philanthropie, où on vit maintenant dans un monde où les données sont échangées, transparentes, la technologie est de manière est présente, omniprésente, mais et du coup redéfinissent un petit peu la manière dont on va donner et agir. Alors, grâce à la blockchain, ça devient possible de suivre chaque euro donné, de chaque projet financé. On peut avoir une traçabilité pratiquement totale des fonds. On sait d'où vient le don, où il va, à quoi il sert. Grâce à l'intelligence artificielle, ben, on arrive à analyser des milliers de données en temps réel. L'intelligence artificielle va aider à prévoir aussi l'impact, on va y revenir. Puis on a une sorte de ce qu'on appelle aujourd'hui une sorte de philanthropie prédictive, plus efficace, mesurable. Et puis ensuite, ils apparaissent les dons multiplicatifs, donc des plateformes qui relient les donateurs entre eux pour créer des effets de levier et amplifier l'impact collectif. Tout ça, c'est grâce à cette ère numérique. Et derrière cette promesse technologique, à mon avis, il faut quand même être prudent parce qu'il y a une question qui demeure, c'est évidemment qui est-ce qui contrôle ces algorithmes du bien en réalité. Et si l'intelligence artificielle et la blockchain peuvent renforcer la confiance, elles peuvent aussi la fragiliser et si elles échappent à tout cadre éthique. Donc là encore, l'avocat a un rôle central, celui de garantir que la technologie reste au service de l'humain, qu'elle ne remplace pas notre jugement et qu'elle continue d'incarner le sens, la dignité et la transparence. Dans le slide suivant, je vous propose une sorte d'exemple de structuration digitale, entre guillemets, qui incorpore ben, ces notions de smart contract, de blockchain, etc. Euh, Comment est-ce qu'on peut utiliser les différentes wallets, etc. Euh, Comme mentionné, ce qui est important dans la philanthropie de nos jours, c'est la mesure de l'impact. Et de nos jours, de plus en plus, on entend d'ailleurs très souvent impact investing, etc., toutes ces notions. Pendant longtemps, on a mesuré l'impact ou la réussite d'un projet par des chiffres. Combien d'écoles construites, combien de repas distribués, combien de bénéficiaires on a aidés. Mais ces indicateurs restent toujours importants, c'est clair, mais ils ne disent pas tout. Et aujourd'hui, l'impact, c'est aussi ce qui ne se compte pas. C'est la confiance retrouvée, la dignité préservée des personnes, les liens humains qu'on a créés ou qu'on a recréés. Et aujourd'hui, la technologie peut nous aider à mieux suivre et comprendre cet impact, encore une fois, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la blockchain, etc. Mais on doit aussi ici faire très attention à ne pas à ne pas faire en sorte que la philanthropie devienne une science froide. Au contraire, elle doit rester une aventure profondément humaine et où la valeur morale et spirituelle de l'action compte autant que son rendement social d'une certaine manière. Et donc là aussi, à mon sens, on a ce rôle en tant qu'avocat de veiller à ça. J'ai parlé d'éthique, et donc il s'agit du slide suivant, où on a effectivement ce sujet
des dilemmes sur l'éthique liée à aux nouvelles technologies et avec la philanthropie numérique, les biais algorithmiques, le risque, ce qu'on appelle le risque d'algocratie qui est là. Et on doit veiller à ce que cette gouvernance qu'on met en place pour les structures philanthropiques reste profondément humaine et avec une très bonne éthique. Et c'est là encore que l'avocat a un rôle fondamental, j'insiste vraiment là-dessus, parce que je vois pas qui d'autre que mieux que l'avocat peut veiller en tant que tiers de confiance à ce que tous ces risques soient évités. Mmh. Euh, mais c'est justement, je pense aujourd'hui, comme je disais, le grand, la grande mission de l'avocat, et c'est surtout le grand défi face au ce qu'on appelle le grand transfert de richesse qui arrive devant nous, euh, où effectivement, on parle de plus de 124 milliards de dollars qui vont être transférés d'une génération à l'autre dans les 20 prochaines années. C'est gigantesque. Alors, c'est plus qu'un grand transfert, c'est aussi une opportunité morale et culturelle pour nous tous. Parce que chaque héritage, chaque transmission, chaque donation sera aussi un choix pour la société dans laquelle on voudra vivre. Comment préserver, comment redistribuer, comment donner du sens à ce que nous possédons. Dans ce contexte, l'avocat devient clairement le médiateur du passage de relais ici, entre le capital, la conscience, entre les intérêts privés, le bien commun, entre le patrimoine et la société. Et c'est ici que le droit retrouve toute sa vocation première, à mon sens, organiser la justice dans la transmission et faire du don un acte de civilisation. Euh, J'arrive à un avant-dernier slide que je voulais mentionner. Il y a une petite vidéo qui dure 1 minute, mais on va peut-être l'épargner. Euh, On a je encore voulais un parler quart de... d'heure, donc Maximilien, allez-y, si vous voulez montrer la vidéo, vous Ah, pouvez. C'est comme vous si voulez. ça marche. En Ça fait, il tient. s'agit du Global Philanthropy Environment Index, qui a été publié par l'Université de l'Indiana, qui évalue la facilité de faire de la philanthropie dans près de 100 pays dans le monde. Alors, évidemment, j'ai un intérêt, je suis pas objectif quand je présente cet outil, parce il date de 2023 et il a mis le Liechtenstein comme la juridiction dans le Ah, monde la plus favorable à la pratique de la philanthropie. Mais on trouve la France, évidemment, pas très loin derrière. Et donc, si on a 1 minute, on peut regarder. Je trouve que c'est assez intéressant, si ça marche. on a le temps. Alors pour je rappelle, ceux qui ont rejoint en cours de route le live Instagram, nous pourrons vous envoyer le replay du webinar. Donc n'hésitez pas à nous écrire sur notre compte Insta Justifit avec votre mail. Et puis on sera ravis de vous envoyer le replay. Alors, je lance la vidéo, ça dure 1 minute. Ouais. Elle tourne chez vous ou pas? Ouais. Ah, pas nous. Je sais pas si les Ah, participants la voient, mais moi non, ça marche pas. Donc j'ai peur que ça ne marche pas. Donc on enverra le lien ah, dans le mail de replay ouais, de j'enverrai cette le lien, vidéo. pas de souci. Hein? Voilà. Alors, pour dire que leurs critères s'appuient sur différents éléments, à la fois le cadre juridique, l'incitation fiscale, les flux transfrontaliers, la facilité à transférer des fonds d'un pays à l'autre, l'environnement politique, le contexte socio-culturel et la stabilité économique de la juridiction. Et le constat est assez clair dans leur rapport, c'est que les pays offrant une liberté d'action, de confiance et une sécurité juridique la plus importante favorisent une philanthropie plus active et plus durable. Et on a ici évidemment le rôle des avocats qui contribuent énormément. Euh, Ce qui m'amène maintenant un petit peu, on a parcouru un peu tout, à ma conclusion. Je sais pas pourquoi il y a eu le slide qui s'appelle. Euh, pour dire que la philanthropie, comme le droit, euh, repose sur une même exigence, croire en la dignité de l'humain. Et ce n'est pas seulement
une question d'argent ou de structure. Je pense qu'on peut tous être philanthropes à notre niveau. C'est une question de valeur et de responsabilité et de justice. Et dans un monde où tout devient transaction, la philanthropie rappelle qu'il existe encore des gestes qui relèvent de la conscience. Et l'avocat dans cette œuvre n'est pas un technicien. Il peut être celui qui met le droit au service du bien, qui transforme la volonté d'agir en cadre durable et qui protège de l'intention contre les complexités du monde. Euh, oui, la philanthropie peut changer des vies, mais elle peut aussi, si elle est bien guidée, changer notre manière d'être au monde. Et c'est là, je crois, la plus belle mission de notre profession, rappeler que la justice n'est pas qu'un système, c'est un idéal. Je vous remercie et je vous propose de rester en contact. Et évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie Justifit pour cette opportunité de présenter la philanthropie, du moins ma perception de la philanthropie à mes confrères et consoeurs en France. Et puis, je suis à votre disposition. Merci Maximilien, c'était passionnant. Moi-même, j'ai appris plein de choses. J'espère que les participants ont tous pu apprendre des choses. On a déjà des retours. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience très intéressant. Donc ça me tenait à cœur. Donc on vous a rencontré dans le passé parce qu'on vous a déjà, il y a déjà un article sur vous sur notre média, Maîtrise pour Mhm. Justifit. Et on a trouvé ça intéressant de parler de la philanthropie parce que Justifit, c'est un moyen pour les avocats de développer leur clientèle, leur visibilité, leur digitalisation. Mais c'est aussi un média que Service des justiciables qui est gratuit. Il n'y a pas de publicité dessus. Il y a 1 million de visiteurs uniques par mois, donc 12 millions de personnes qui avaient un problème juridique qui ont trouvé la réponse sur Justifit l'année dernière. C'est cette dimension philanthropique de Justifit qui nous anime, toute l'équipe qui travaille aux côtés des avocats. Voilà, votre rôle, c'est d'aider les justiciables et nous, on essaye de faciliter les choses entre vous. Donc, on trouvait ça très intéressant parce qu'un avocat, effectivement, c'est pas qu'un business, c'est aussi un idéal et une ambition de faire en sorte que le monde soit meilleur. Voilà. Donc, Exactement. merci Maximilien parce que vous incarnez vraiment cette vision qu'on a et on vous remercie pour votre confiance à tous. Voilà. Merci, maître. À Merci bientôt. beaucoup. Au À revoir. bientôt. Au revoir.